Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous chers auditeurs et bienvenue pour une nouvelle chronique Altistoria, la chronique qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Alors, notre territoire altiligérien est riche en légendes et en croyances populaires. Au fil des siècles, la société altiligérienne s'est construite avec les régimes politiques du pays, les religions, les guerres, mais aussi les us et coutumes d'antan, qui rythmaient la vie locale des villages. C'est le cas de nombreuses croyances populaires, qui auparavant étaient prises très au sérieux par les habitants de Haute-Loire. Et peut-être même encore aujourd'hui, car vous êtes avec nous. Aujourd'hui, nous nous arrêtons un instant, le temps d'une chronique, sur la médecine d'antan. La médecine à laquelle croyaient les altiligériens auparavant. Et pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Patrice Ray, directeur du musée des croyances populaires du Monastier-sur-Gazeille. Bonjour Patrice. Bonjour Loïs. Tout d'abord, qu'est-ce que la médecine paysanne ? Alors, ce qu'on va appeler médecine paysanne, c'est quelque chose de très large. C'est la façon traditionnelle de soigner les blessures, les maladies, avant qu'on ait la médecine officielle, l'allopathie répandue comme aujourd'hui, avec des médecins, des pharmaciens, des kinés, etc., que les gens, évidemment, malheureusement, ont toujours souffert et ont toujours cherché à se soigner. Et ils ont trouvé des solutions dans la nature, avec les trois règnes, que ce soit le règne végétal surtout, mais aussi animal et minéral, avec lequel ils créent des médicaments qu'ils n'expliquaient pas du tout par la science ou la logique, mais par un mélange de magie et de religion. Alors cette médecine paysanne d'antan, Patrice, à quelle époque on la pratique en Haute-Loire ? Est-ce qu'on la pratique toujours ? Au niveau de la datation, pour nous situer un peu, à quelle époque elle est pratiquée et à quel moment elle commence à décliner en faveur d'une médecine plus moderne ? Alors, pour dater, c'est très difficile. On peut parler par exemple des médecines par signature. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et c'est une explication médicale qui existait déjà pendant l'Antiquité, où on a des Grecs, par exemple, il y a plus de 2000 ans, qui expliquaient les soins de cette façon-là. Et moi, j'ai connu en Haute-Loire des grands-mères qui continuaient d'expliquer les médecines exactement de la même façon. On appelle ça médecine par signature parce que on pense que quand Dieu a créé la moitié de la terre, parce que Dieu n'a créé que la moitié de la terre dans les croyances populaires paysannes, parce qu'il peut faire que ce qui est bon, et on voit bien qu'il y a du bon et du mauvais, eh bien, il n'a rien fait au hasard. C'est-à-dire que tout ce qui existe, pensait-on, venait de la volonté divine, que ce soit la forme d'une branche, la couleur d'une pierre, et on pensait que les semblables soignent les semblables. C'est une médecine par analogie, où on devait prendre un élément dans la nature qui ressemble à l'organe touché ou qui ressemble à la maladie elle-même pour le consommer et guérir. On disait que Dieu a laissé des signatures pour nous indiquer les soins. Alors par exemple, quand quelqu'un se plaignait de sa tête, disait « moi j'ai ma tête qui ne marche plus, ça ne va pas du tout dans ma tête », on lui faisait manger des noix. Parce qu'on disait que quand Dieu a créé la noix, il y a laissé une signature, il lui a donné la même forme qu'un cerveau. Et donc ça indiquait que ça pouvait soigner la tête. Et effectivement, quand on va mal, c'est parce qu'on manque de sérotonine, et cette sérotonine, on la trouve à l'état naturel dans la noix. Vous voyez, c'est un exemple, il y a des centaines d'exemples, et toujours ça tombe juste, en fait. Ou imaginez les chaussures que portaient les gens il y a 1 siècle, 2 siècles en arrière, pour aller faire les travaux dans les champs. Ce n'étaient pas des chaussures isolées ou isolantes comme celles d'aujourd'hui, et quand ils marchaient dans des flaques d'eau, dans des restes de neige, dans de l'herbe mouillée, ils prenaient froid par les pieds, où ils avaient des douleurs articulaires, et ils se demandaient qui vit toute l'année les pieds dans l'eau, qui n'a jamais de problème. Alors c'est un arbre, c'est le sol.
Et donc les gens prenaient de l'écorce de saule pour faire de la tisane, et cet arbre diffuse un acide léger vers l'extérieur. Et le nom de cet acide vient d'ailleurs du mot saule, c'est de l'acide salicylique. Et donc ça fait des siècles et des siècles qu'on va soigner les coups de froid et les douleurs articulaires avec de l'acide salicylique, et ça fait à peu près un siècle qu'on l'achète sous le nom aspirine. Donc les facteurs qui vont faire que cette médecine paysanne d'antan se développe, ils sont d'origine religieuse, si on vous entend. Voilà. Avant d'être d'origine naturelle, ou les deux. Oui, on pense pas être soigné par la nature, Oui. on pense être soigné par la création De Dieu. de Dieu. Voilà. Mm. Et donc c'est pour ça que c'est une explication, comme je dis, magico-religieuse. La guérison n'est pas expliquée par la science, mais par quelque chose de merveilleux, qu'on peut qualifier donc de magique. Elle prenait de la place, la médecine paysanne en Haute-Loire, dans les sociétés rurales du 16, 17, 18e siècle. Alors beaucoup de place évidemment, parce que c'est une époque où on n'a pas de cabinets médicaux comme aujourd'hui, qu'on n'a pas de pharmacie bien sûr. Et ça laisse beaucoup de traces d'une façon qui dépasse beaucoup les frontières de la Haute-Loire, parce que c'est la médecine qui était pratiquée ici, c'était les croyances d'ici, mais qui étaient similaires évidemment à d'autres régions, et ça a créé un nombre très très important de médicaments qu'on trouve aujourd'hui en pharmacie. Cette médecine paysanne, elle est liée à la pauvreté ou pas? Non, alors c'est pas une histoire de pauvreté ou pas, parce qu'il y a toujours eu des gens pauvres, toujours eu des gens riches, mais la plupart des gens, sauf à certaines époques terribles comme au XVIIe siècle, étaient souvent ni riches ni pauvres. Une famille avec quelques vaches pouvait tout à fait vivre dignement. Parce qu'à l'époque, quand même, les pharmacies existaient. Enfin, il y avait des remèdes. Effectivement, on n'était pas sur une médecine moderne, mais les hôpitaux existaient, étaient d'ailleurs souvent des hôpitaux de la charité, tenus par des ordres religieux. Cette médecine paysanne, est-ce qu'elle est liée quelque part à une sorte d'isolement rural je disais pauvreté dans le sens... est-ce que cette médecine paysanne, elle est née dans un terreau d'isolement rural, d'éloignement des services médicaux? Tout à fait. Il n'y a pas de services en dehors des villes ou des monastères. Effectivement, il existe des hôpitaux généraux, il existe des monastères, etc., qui vont accueillir les malades. Mais il y a une différence. Dans un hôtel-dieu, par exemple, qui est tenu par des moines ou des moniales, c'est l'endroit où on va récupérer, entre guillemets, des gens qui sont très âgés ou des gens qui sont très blessés, qui sont agonisants. On va les soigner du mieux possible, autant le corps que l'âme. Les moines vont tenter de retrouver les personnes avec qui le souffrant est fâché, pour que la personne se réconcilie, pour qu'elle puisse bien mourir. Voilà, c'était le terme qu'on utilisait. Et on trouve aussi ce qu'on appelle des jardins de curés, avec des plantes médicinales simples. On dit un jardin de simple. Et ça sert aussi à lutter contre l'influence du sorcier, qui lui va soigner les gens. Le sorcier peut faire le bien ou le mal. On disait toujours qui peut le bien peut le mal, qui peut le mal peut le bien. On ne partageait pas le monde entre des gentils magiciens et des méchants sorciers, mais on pensait qu'il existait des individus qui connaissaient ces mystères des plantes, de la nature, et qui pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Ça dépendait des circonstances. Et si on dit toujours qui peut le bien peut le mal, qui peut le mal peut le bien, ça vient du fait que ce sont avec les plantes les plus dangereuses, avec les plantes qui sont les poisons les plus violents, qu'à petite dose, on va faire les meilleurs médicaments. Donc le sorcier peut donner la mort, garder en vie, créer des souffrances, soulager au contraire, etc. C'est selon les circonstances. C'est pour ça qu'il est considéré comme très dangereux, justement aussi, surtout par les autorités.
Et il y a une influence du sorcier sur les gens par le légendaire, mais aussi par cette connaissance de ce qui peut soulager des douleurs ou soigner des maladies. Et en Haute-Loire, par exemple, on avait l'ordre des Béates, c'est l'ordre religieux des Béates. Hein, ces dames qui étaient des religieuses, qui étaient une par une, vous savez, dans les hameaux, qui vivaient dans la maison, on dit la maison de la Béate ou l'assemblée, et qui recevaient une petite formation d'institutrice pour lutter contre l'influence du légendaire, mais aussi d'infirmière pour lutter contre le pouvoir du sorcier. Voilà. Et les jardins de curé s'appellent justement des jardins de simples. Ce sont des plantes simples, alors que le sorcier va utiliser des plantes, des poisons qui, à petite dose, vont devenir des médicaments. Quel regard on porte aujourd'hui, Patrice, sur cette médecine paysanne ? Est-ce qu'elle est complètement éteinte ? Est-ce que, je veux dire, au sein de l'opinion publique, quoi, dans le langage populaire, est-ce qu'on la voit d'une manière négative ? Est-ce qu'elle est discréditée ou est-ce que certains continuent d'y croire aujourd'hui ? Alors, il y a beaucoup de gens qui recherchent des médecines parallèles, si vous voulez. Moi, je suis régulièrement confronté à des visiteurs du musée des croyances populaires qui me demandent des adresses de guérisseurs, de sorciers parfois, ou parfois je suis moi-même pris pour un sorcier. Hein, il est arrivé qu'une dame très très âgée vienne m'apporter de l'argent pour que j'envoie des mauvais sorts à ses voisins. Elle voulait que je fasse souffrir ses voisins en les empêchant d'uriner. Et moi, je lui racontais, c'est pas mon... Enfin, que le travail du musée des croyances populaires, c'est de rechercher, de conserver, d'illustrer, de raconter. Voilà. Et non pas de jeter des sorts aux voisins. Voilà. Et elle m'écoutait, et elle a fini par me dire, j'ai compris ce que vous voulez plus d'argent. Et donc, elle rajoutait de l'argent. Vous voyez qu'il y a encore des gens qui croient de façon très très forte à la sorcellerie et en même temps à toutes ces médecines paysannes qui sont liées complètement à la sorcellerie, qui sont le côté positif, quoi, voilà. La médecine alternative d'aujourd'hui, c'est la descendante de la médecine paysanne d'antan ? Alors, on trouve de tout. On trouve de tout, mais on trouve toujours des guérisseurs. On trouve toujours des rebouteux, par exemple, hein, en Haute-Loire, dans le Velay, on appelle des rabilleurs. Et là, c'est une autre forme de médecine, parce que la médecine par signature dont je parlais est plus une médecine de femme. Hein, vous voyez, la femme qui est à la maison, qui est maîtresse du foyer, qui connaît les recettes pour fabriquer des médicaments, alors que le rabilleur est plus une médecine d'homme. Ça serait une médecine physique, hein, de remettre en place un membre disloqué, de recoudre une plaie. Enlever le feu par exemple. Aussi. Les coupeurs de feu. Quoi. Alors les coupeurs de feu, voilà. Alors on trouve d'un secteur à l'autre des traditions différentes. Hein, les gens qui enlèvent le feu, parfois, ça se transmet dans le même sexe. Ça peut être que des hommes. Et parfois, toujours d'un sexe à l'autre. Un homme, une femme, un homme, une femme. Voilà. Donc soit de père en fils. C'est pas forcément le fils. D'accord, donc ça peut être de père en fille, par exemple. Oui. D'accord, donc. Oui, ou avec quelqu'un qui n'est pas du tout de la même famille. Ok, on n'est pas obligé d'avoir un lien de sang pour, voilà, pas du tout. Pour hériter de ce don-là. Non. Okay. Voilà. Et c'est intéressant que vous utilisiez le mot don, parce que c'est un savoir, une connaissance qui ne s'apprend pas, qu'il n'y a aucune formation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est transmis automatiquement. Hein, c'est ce qu'on appelle un petit secret. Voilà. Que quand quelqu'un se sent trop vieux pour pratiquer cette médecine paysanne, d'enlever le feu, parfois juste en approchant les mains, même sans toucher la personne. Vous voyez, ça se fait parfois aussi par téléphone, que les gens prennent le feu, après ils se passent les mains sous l'eau devient chaude, etc. C'est assez impressionnant. C'est inexplicable par la science. Et la personne, quand elle se sent trop âgée, elle va dire « je ne peux plus le faire », parce que c'est fatigant, et va choisir un successeur.
et va voir qui peut prendre le don. Et les deux personnes vont s'isoler quelques minutes et le don voilà, sera passé. Et donc, la personne qui passe le don ne peut plus le faire, ne le fait plus, et c'est quelqu'un de plus jeune qui a pris le don. D'accord. Et donc, on est d'accord qu'aujourd'hui, ces mondes se côtoient. Vous disiez la médecine tout à l'heure, enfin, la science n'arrive pas à comprendre, à expliquer ces situations-là, enfin, ces guérisons mystérieuses. Pourtant, les hôpitaux aujourd'hui font appel à ces Voilà. coupeurs de feu. Donc, est-ce qu'on peut dire que la médecine moderne et paysanne se rejoignent? Alors, la médecine, vous savez, vous êtes malade, vous allez voir 4 docteurs, vous avez 4 avis différents. Voilà. Donc la médecine est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut imaginer. Et ce monde traditionnel côtoie très largement aujourd'hui l'allopathie, la médecine officielle, remboursée par la sécurité sociale. Moi, je connais par exemple des kinésithérapeutes qui n'hésitent pas à envoyer des patients chez telle ou telle grand-mère pour leur remettre en place une vertèbre ou quelque chose comme ça. Alors justement, les remèdes de grand-mère, est-ce que ça vient de là? Quand on dit quand on dit qu'on a ou qu'on s'essaie à des remèdes de grand-mère, est-ce que ça provient de cette médecine paysanne d'antan? Alors, quand on parle de remèdes de grand-mère, c'est une forme polie pour dire des remèdes de bonne femme. Mais des remèdes de bonne femme, femme ne s'écrit pas F-E-2-M-E. Les remèdes de bonne femme, ça s'écrit F-A-M-E. C'est-à-dire des remèdes de bonne réputation, comme on dirait aujourd'hui, fameux ou bien famé. D'accord. Okay. Voilà. Donc ces remèdes de bonne femme de grand-mère sont directement hérités de cette médecine d'avant. Oui, c'est complètement... j'évoquais la pharmacie, par exemple, où je peux donner encore des tas d'exemples de médecine par signature, et qui est un héritage qui vient de la nuit des temps. On pourrait parler aussi, par exemple, des pierres à venin. On a des pierres qui sont des variolites et qui étaient conservées jalousement dans les fermes. Et ce sont des pierres qui ressemblent à la peau des vipères. Ce sont des pierres qui sont un peu granuleuses, avec des taches comme des écailles, qui sont vert foncé. Et dans la tradition, on dit, quand Dieu a créé cette pierre, si cette pierre évoque autant le serpent, ce n'est pas pour rien. Voilà. Donc on va s'en servir pour soigner les morsures de serpent. C'est quelque chose qu'on va trouver à l'époque de Jules César, des Romains, ici, dans le Massif central. Et moi, je connais des éleveurs, même qui sont plus jeunes que moi, qui continuent d'utiliser la pierre à venin et de croire très très fort en son pouvoir. D'accord. Est-ce que la bave d'escargot, ça provient de là aussi? Oui, tout à fait. On dit que quand on a quelqu'un qui tousse beaucoup, qui crache, on se demande qui crache comme ça dans la nature. Alors moi, quand j'en parle à des enfants qui visitent le musée des croyances populaires, ils me répondent le lama. Bon, c'est un petit peu difficile de trouver des lamas en Haute-Loire. Puis il faut des grands récipients pour faire de la tisane de lama. Et en fait, un élément dans la nature qui crache tout le temps, c'est l'escargot. Et la bave d'escargot est très hydratante et cicatrisante. Alors l'escargot a plutôt intérêt à sécréter quelque chose d'hydratant parce qu'il se retrouve comme ça sur son ventre, comment est-ce qu'il va avancer, mais aussi de cicatrisant parce qu'il n'a pas de peau, il n'a pas de derme. L'escargot, c'est juste un muscle. Il va passer sur du sable granuleux, des brindilles pointues, des pierres coupantes, et va devoir cicatriser en permanence. Et donc les anciens faisaient quelque chose que j'ai pas du tout envie d'essayer, parce que je veux pas savoir quel goût ça a. Ils faisaient de la tisane d'escargot. Ils mettaient des escargots vivants dans l'eau, qu'ils faisaient bouillir. Et effectivement, vu que c'est hydratant et cicatrisant, c'est parfait pour les lésions qu'on a dans la gorge. Et aujourd'hui, on trouve encore des sirops pour la gorge vendus en pharmacie qui sont fabriqués avec de la bave d'escargot. Mais en même temps, voilà, il ne faut pas trop le dire aux enfants.
parce qu'après, ils ne veulent plus en prendre. Hein. Ah, d'accord. Donc, c'est... Si on leur dit, tiens, ouvre la bouche, je te mets de la bave d'escargot, et voilà, ils n'ont pas très envie. Quoi, voilà. Patrice, pour terminer cette émission, est-ce que vous pensez que ces pratiques-là, donc, qui proviennent d'un temps révolu, même si elles sont aujourd'hui reprises par les médecines alternatives, est-ce que ça nous montre que les sociétés d'avant étaient mieux connectées avec la nature ? Alors, je ne sais pas si elles étaient mieux connectées avec la nature. On imagine que oui, parce qu'elles vivaient avec et dans la nature, et qu'elles comprenaient la nature, voire qu'elles l'aimaient. On dit par exemple que pour ramasser les plantes médicinales, il ne faut jamais utiliser de lame. Il faut les ramasser à la main. Il ne faut pas blesser la plante. On parle aussi de porter des vêtements blancs. Il y a quelque chose de rituel pour ramasser les plantes. Des vêtements blancs, ça marche mieux si on a les pieds nus. Et si on trouvait une plante médicinale rare, on l'échangeait contre quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'à l'endroit où on avait ramassé cette plante, souvent on mettait par exemple un petit peu de miel pour dire merci, récompenser. Et c'était un rapport qu'on avait avec la nature qui est évidemment apparemment bien différent de celui qu'on a aujourd'hui, parfois de vouloir l'exploiter et de l'épuiser. Vous en utilisez vous, Patrice, chez vous, des remèdes d'antan qui sont en lien avec la médecine paysanne ? Oui, ça m'arrive. Voilà. Et j'ai par exemple conservé des bocaux de mixtures de plantes fabriquées par ma grand-mère pour passer sur des bosses, des contusions, des choses comme ça. Voilà. D'accord. Des bocaux qui ont plus de 30 ans et ça marche toujours très bien. Quoi, voilà. Merci Patrice d'être venu chez nous sur les ondes d'FM 43 pour venir nous parler dans cette émission spéciale de la médecine altiligérienne d'antan. On espère chers auditeurs, que ça vous a plu, que vous avez découvert ou même peut-être redécouvert des remèdes que vous aviez entendus durant votre enfance. Merci Patrice, je rappelle que vous êtes le directeur du musée des croyances populaires du Monastier-sur-Gazeille. Ce musée, on peut le visiter quand on veut ? On peut le visiter quand on veut, voilà, tout le monde est bienvenu. En ce moment, pendant l'hiver, le musée est ouvert sur rendez-vous pour les groupes, à partir d'une dizaine de personnes. Voilà, vous pouvez trouver tous les renseignements sur notre site internet. Et à partir du 1er mai, le musée est ouvert tous les jours, sauf les lundis, avec cette année, comme d'habitude, des nouveautés. Je rappelle aussi que vous avez une page Facebook sur laquelle, chers auditeurs, vous pouvez retrouver toutes les informations, en savoir davantage sur les croyances et les légendes populaires de Haute-Loire. Merci Patrice. Merci à vous. Prenez soin de vous, chers auditeurs. À bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Altistoria. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.